peux me passer le second tome de Golden Wind, s'il te plaît? Ouais, si tu veux. Mais j'y pense, pourquoi t'as tout ce merch Kirby derrière toi? C'est pas un truc de gros gamin. Ah ouais? Bah laisse-moi te prouver le contraire alors. Pour commencer, sachez que cette vidéo n'a strictement aucun but professionnel. Elle ne sera pas monétisée puisque jusqu'à preuve du contraire, la licence Kirby ne m'appartient pas plus que les OST qui sont utilisés en fond dans la vidéo. Je n'ai pas fait d'études de game design, donc je ne vais pas faire d'analyse extrêmement poussée du gameplay, même si je vais en parler un peu, c'est vrai, parce que ça me paraît important, c'est quand même une licence de jeu vidéo. Ensuite, le but primaire de cette vidéo, c'est surtout de rendre un aspect à Kirby qui a tendance à être oublié. Mais ce n'est pas uniquement l'aspect creepy graphique dont vous avez pu entendre parler, notamment avec la vidéo de l'ère moderne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir parce qu'elle résume beaucoup mieux que moi, surtout si vous voulez juste voir Marx et Magolor notamment. Ensuite, je tiens à dire que j'interprète beaucoup, c'est majoritairement d'interprétation, donc ne prenez pas tout ce que je dis pour vérité contente, s'il vous plaît, même si je vais faire de mon mieux pour ne pas m'éloigner des informations dont je dispose, c'est-à-dire les jeux vidéo que j'ai pu voir en walkthrough, en let's play, ou bien auxquels j'ai pu jouer. Ensuite, pour finir cette petite intro assez brève, on va dire, je vais majoritairement utiliser les versions américaines et anglaises, parce que de 1, je ne parle pas japonais, pas encore en tout cas, et de 2, la version française sera critiquée, plus ou moins, en fin de vidéo. J'expliquerai pourquoi brièvement, enfin, je ferai de mon mieux en tout cas. Et donc sur ce, nous allons pouvoir commencer. Pour comprendre l'histoire que j'ai pu tirer de la licence Kirby, je vais commencer par faire une rapide chronologie qui se mêlera peu à peu avec l'histoire pour pas être trop long non plus et trop insupportable. Donc je vais commencer par Team Clash Kirby Deluxe. Salut. Oh, bonjour, c'est Insomnie. Vu que ça intéresse absolument personne de connaître les dates de sortie, mais que ça me paraît quand même important, je me suis dit que j'allais prendre ta place. Avec un peu de bol, ça me permettrait même de m'endormir tellement c'est ennuyeux. Team Kirby Clash Deluxe est sorti en 2017 sur 3DS. C'est un RPG-like avec une mécanique free-to-play, parce qu'on aime vous faire cracher de l'argent ici. C'est surtout baston sur baston pour être honnête, il n'y a pas vraiment d'exploration, excepté le petit village dans lequel se trouvent les Kirby précédant le Kirby qu'on connaît bien. Parce que ouais, le jeu se passe sans doute dans le passé. On peut aussi gagner de l'expérience, ce qui peut mener à cette référence à Computer Virus ou Battle Window de Superstar Ultra. Littéralement, ta gentillesse est passée à 2, pas qu'on en ait quelque chose à foutre. Le jeu permet aussi d'acheter des équipements qui font référence à des personnages de différents jeux. Je ne vais pas révéler le reste de la chronologie, mais sachez que je ne compte pas Rainbow Curse parmi les jeux canons, même si c'est vrai qu'il y a certains niveaux qui mériteraient d'être analysés pour leur esthétique, notamment Wonder Space et Gen Factory, et même si le gameplay mériterait quelques petites analyses, vu que globalement c'est le gameplay de Canvas Curse avec des transformations à la Epic Horn. Je ne parlerai pas non plus d'Epic Horn parce qu'il ne me semble pas canon dans l'histoire, même si c'est vrai que le gameplay et la DA mériteraient d'être analysés, vu qu'elles sont toutes les deux laineuses, on peut le dire. Je ne compte pas non plus Mass Attack parmi la chronologie principale, sachez-le, même si c'est vrai qu'il y a un petit niveau que j'aime tout particulièrement parce qu'on peut déblayer le chemin en mangeant la crème, c'est vrai que c'est mignon. Et enfin, je ne compte pas Board Blast, je ne compte pas Battle Royale, je ne compte pas Superstar Striker, tous les jeux qui sont vraiment des spin-offs pour le coup et qui ne comptent pas dans la chronologie principale. Je ne compte pas non plus la licence, ouais, je sais pas ce qu'on compte pas la licence. Je ne compte pas non plus Smash dans la chronologie ni nulle part en fait, hein, même si c'est vrai que le pouvoir Smash apparaît notamment dans la licence Kirby et que la Master Hand fait de temps en temps des petites apparitions. Je ne parlerai pas non plus des mangas qui sont quasiment introuvables de ce que j'ai pu trouver de toute façon, et de l'anime Hoshinakabi. Animé sorti entre 2001 et 2003 au Japon par Studio Sign qui a subi une certaine censure aux États-Unis puis aux pays européens parce qu'il était un peu trop satirique et il tapait un peu trop sur la télévision, notamment à travers le personnage de DDD ou alors parodier des œuvres connues comme Don Quichotte ou Harry Potter. Bien que l'anime ait pu influencer les jeux après sa sortie, notamment Squeak Squad avec la nouvelle apparence du château de DDD qui provient de l'anime, sur ce, entrons dans le vif du sujet. L'humanité s'est faite exterminer. Comment? Pourquoi? Il y a plusieurs théories pour ça, mais pour moi ce serait Galactanite, aka le guerrier le plus puissant de l'univers, soi-disant en tout cas, qui aurait détruit le système solaire, ne laissant que Shiverstar. Qu'est-ce que c'est que Shiverstar? Bah globalement c'est la Terre en version désertique, glacée, où il n'y a que des machines et plus aucun humain. Ouais, Dreamland, le pays des rêves, où il n'y a plus d'humains, ça se tient en quelque sorte, hein. Le système solaire dont je viens de parler, c'est bien le système solaire que nous connaissons, et pas Mr. Shine et Mr. Bright, dont on parlera plus tard. Globalement c'est la lune et le soleil avec des bras qui se mettent que sur la tronche, hein, voilà, globalement c'est ça. Bon, par contre, vu que Galactanite, il a quand même détruit quelques petites planètes par-ci par-là et commence à inquiéter les gens, du coup une certaine espèce va se lancer à sa poursuite, et c'est celle d'Inès Francisca Framberge.
et Zan Partizan, à compter qu'ils soient tous les 4 de la même espèce, ça j'en suis moins sûr mais je vais considérer que oui. Donc Ines va réussir à capturer Galactanite et l'enfermer dans le fameux cristal d'où il sort dans absolument toutes ses apparitions, qui pour le coup ne sont pas canons. Mais son existence en elle-même, je la considère comme canon, et c'est pour ça que je la mets au cœur de la chronologie même. Bon, par contre, vu qu'Ines et les autres, ils ont quand même réussi à enfermer le gars le plus puissant de l'univers qui ressemble à Kirby, bon bah tout le monde n'est pas forcément content de ça. Du coup, bah ils vont se faire rejeter, évidemment, sinon c'est pas drôle. Parce que bon, les gens ont un petit peu peur qu'ils se retournent contre eux, tout ça... fait amusant d'ailleurs, en parlant de la race d'Ines, il se trouve que la race d'Ines avait justement une connexion possible avec les humains vu qu'ils étaient amis, enfin alliés plutôt, financièrement sûrement, ouais, avec une race qui était très avancée en sciences. Donc il peut ou s'agir des humains, et qui, vu qu'ils sont morts, bah forcément la prospérité de la race d'Ines est un petit peu détruite en même temps, hein, voilà, ou bien de la race de Altman, Max Profit et Suzy, dont on parlera plus tard. En même temps, si tout était aussi clair que Blood Rush, je doute que tu feras cette vidéo. Ines commence peu à peu à sombrer dans la folie et commence à créer des entités à l'image de son dieu, Void. Qu'est-ce que c'est que Void? C'est un espèce d'œil, globalement, qui flotte, et c'est pour ça qu'Ines va créer, probablement, selon moi, les Dark Matter, qui sont des yeux flottants avec des tendances légèrement meurtrières, on peut le dire. Mais alors pourquoi Zan Partizan l'a pas arrêté alors que Ines lui-même avait dit à Zan Partizan de l'arrêter si jamais il devenait trop dangereux? Bah probablement parce que c'est difficile de te demander à partir de quel moment une personne est folle et à partir de quel moment elle est juste inspirée. Surtout que Zan Partizan, Flamberge et Francesca ont probablement subi elles aussi ce qu'ont subi Ines. Donc forcément, si Ines les a créés non pas pour être amis, mais pour être des outils de vengeance, ce qui n'est pas sûr vu que les Dark Matter essayent en vérité de se faire des amis quand il va se passer des choses plus tard, mais je ne vais pas spoiler tout de suite. Le problème c'est qu'en général, quand tu crées des trucs pour une raison bien particulière, autre que juste donner la vie et essayer de leur donner des sentiments, ça donne généralement des trucs pas ouf, hein. Je pense que la créature de Frankenstein, écrite par Mary Shelley et publiée sous le nom de Frankenstein or the Modern Prometheus, peut témoigner. La forme ultime des Dark Matter, aka Zero, va essayer d'échapper au contrôle d'Ines et va plutôt bien réussir comme on le verra par la suite. Ines qui de son côté s'est dit que réveiller Void c'était la meilleure idée du monde parce que visiblement une divinité ça n'a pas que ça à faire de dormir. Entre temps, une autre entité se sera créée à cause du miroir dimensionnel. Qu'est-ce que c'est que le miroir dimensionnel? Comme son nom l'indique, c'est un miroir qui, une fois que tu le traverses, te mène vers une autre dimension parallèle à la nôtre, qui est un reflet de la nôtre donc, mais qui peut être complémentaire. Et c'est pour ça qu'un reflet de Dark Matter va se créer dans le miroir, et c'est ainsi qu'est né King Dimine. King Dimine, c'est King DDD, aka le roi Dadidou en français, ça sonne vachement bien. Le corps du roi Dadidou donc, assemblé à Darkmind, qui est le véritable reflet de Dark Matter. Cependant, quelque chose va arriver qui va faire que le roi Dadidou va se retrouver séparé de Darkmind et donc devenir une personne à part entière. C'est les événements de Team Clash Deluxe dont j'ai parlé un petit peu plus haut. Il se trouve qu'en fait, 4 Kirby différents, les 4 Kirby héros de la légende, hein, si on peut aller jusque là, se retrouvent à combattre King Dimine à cause de Taonza, une petite araignée trop choupie qui s'est dit que le miroir dimensionnel c'était décidément un jouet très intéressant, et donc il se retrouve à invoquer plus ou moins King Dimine. Les 4 Kirby vont donc défoncer littéralement King Dimine qui va se retrouver bloqué à moitié dans le monde réel en tant que roi Dadidou qui va développer une nouvelle personnalité vu que son corps est plus ou moins vide, on peut en parler, hein. Et de l'autre côté Darkmind qui lui va demeurer dans le miroir dimensionnel pour rester plus ou moins à l'abri un petit moment, parce que c'est un petit peu craignos quand même le monde extérieur, on peut en parler. Pendant ce temps, Taranza il a compris que le miroir dimensionnel c'était craignos, mais ça gêne pas tant que ça parce qu'il va aller le donner à la personne qu'il aime le plus au monde, hein, qui est la reine Sectonia. La reine Sectonia c'est une reine guêpe globalement, hein, très magnifique, il n'y a pas de problème de ce côté-là, très très belle, très la beauté si je puis dire, qui gouverne un royaume, et c'est ainsi qu'on arrive aux événements de Dreamland avec le Kirby qu'on connaît. Kirby's Dream Land est le premier jeu dans l'ordre de sortie puisqu'il a débarqué en 1992 sur Game Boy. Le jeu était déjà particulièrement reconnaissable de par sa charte graphique plutôt mignonne et ses OST qui deviendront notamment les plus connus, parmi lesquels Green Greens et Above the Clouds.
Le gameplay était déjà bien entamé puisqu'on pouvait déjà recracher et avaler sur tous les ennemis. Ça paraissait plutôt logique dans l'autre sens, mais passons, je suis crevé, ça se voit à ma tronche. Et on pouvait pas encore avaler les pouvoirs des ennemis et se les attribuer, mais on pouvait déjà voler tout court, ce qui est pas mal en soi, hein, parce que les humains sont pas capables de le faire jusqu'à preuve du contraire. Kirby devra alors affronter DDD qui a volé toute la nourriture de Dreamland. Il le vaincra sans trop de problèmes, et tout ira pour le mieux dans Dreamland. Jusqu'à ce que Mr. Shine et Mr. Bright, qui sont la lune et le soleil avec des bras et qui se mettent tout le temps sur la tronche, vont se mettre à se battre effectivement, et Kirby va devoir les arrêter sur le bon conseil d'un petit personnage dont on parlera plus tard, et également arrêter l'invasion de quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est Meta Knight, qui vient sur l'Albird, un gigantesque vaisseau de guerre, hein, pour dominer Dreamland parce qu'il trouve que les gens sont trop fainéants. Super sympa le Meta Knight, hein. Kirby Superstar est sorti en 1996 au Japon et aux USA et en 1997 en Europe. Il regroupait 8 modes de jeu différents, dont des Arena qui permettaient de tabasser boss sur boss, The Great Cave of Ants qui permettait de faire une chasse au trésor avec Kirby, et le plus connu sans doute, Milky Way Wishes dont on parlera plus tard. Le jeu permettait déjà à Kirby d'utiliser les fameux pouvoirs en avalant les ennemis, tout ça, toi-même tu sais. Superstar Ultra est la version remasterisée du jeu, elle est sortie en 2008 sur DS et permettait aussi de jouer Meta Knight une fois qu'on avait fait toutes les roads avec Kirby. Il est sorti en 2008 sur DS. Kirby battra alors Meta Knight ainsi que DDD dans les conditions moindres dont on a l'habitude c'est pendant le service, et plongera l'Albird dans les eaux dans lesquelles il restera bien sagement jusqu'aux événements de Robobo. Kirby partira alors en quête de Nova, une entité qui permet d'exaucer les vœux sur le bon conseil de son petit ami trop choupinou qui roule sur une baballe, Max. Sauf que ce Max en question avait absolument tout orchestré jusqu'à la baston entre Mr. Shine et Mr. Bright, et va sidekick Kirby pour lui voler son vœu et devenir dieu. Sauf que bon, Kirby il a pas trop peur des dieux, du coup il va défoncer Max et endommager suffisamment Nova pour l'envoyer au fin fond de l'univers, selon moi en tout cas. Je pense qu'il est quand même bon de parler du Meta Nightmare, qui permet de jouer Meta Knight après avoir fini la road de Kirby, sauf qu'il faut pas la considérer comme canon, parce que sinon ça voudrait dire que Meta Knight se fait chier à sortir l'Albird de l'eau, le reconstruire pour pouvoir le péter façon Kirby. Ce serait quand même des limites à la connerie quoi, je pense. Entre temps, les Dark Matter se sont pas fait chier et sont venus envahir Dreamland, ce qui donne lieu aux événements de Dreamland 2, Dreamland 3 et Crystal Shards. Jeux respectivement sortis en 1995 sur Game Boy Color, 1997 sur Super NES et 2000 sur Nintendo 64. Crystal Shards s'amusait notamment à faire des petits mouvements de caméra de temps en temps vu que c'est le seul des trois qui est en 3D, bien que les trois soient toujours des platformers. Alors que Dreamland 3, lui, s'est tapé des barres en se disant tiens, et si on donnait un aspect pastel tout mignon au jeu, alors qu'il va se passer des trucs qui montent dedans. Bon après, le pire, ça reste quand même Crystal Shards avec ses transformations qui sont plutôt dégueulasses et qui seront plus repris par la suite, je me demande bien pourquoi. Je me demande bien pourquoi Allumette Kirby, qui est une combustion spontanée, ne sera pas repris par la suite, et je me demande encore plus pourquoi Klaus Kirby, qui est juste affreux, ne sera pas repris par la suite, vraiment je vois pas, j'ai aucun indice. Bon, et puis Dreamland 2 et Dreamland 3 vont aussi établir le concept d'animaux amis qui vont t'aider tout au long du jeu et c'est plutôt mignon et sympa. Kirby va donc déboîter les Dark Matter ainsi que Dark Matter Blade qui est un Dark Matter qui s'assume pas puisqu'il a une épée, et la forme ultime des Dark Matter, Zero, avec l'aide de quelques petits amis trop mignons qui s'est fait en chemin, et Gooey, qui est une espèce de babale bleue qui est faite en fait de la même matière que les Dark Matter mais qui a visiblement bien tourné. Et ouais, faut croire, faut pas tous les juger, hein, voilà. Donc ensuite il se trouve qu'une petite fée vient le chercher parce que visiblement elle a failli se faire déboîter par des Dark Matter parce qu'ils se sont bien dispersés, petits saligots, et va demander à Kirby de l'aider à ramasser des morceaux de cristaux, ce qui donne Crystal Shards, hein, voilà, si vous n'avez pas compris. Et donc Kirby et cette petite fée qui s'appelle Ribbon vont donc partir à la recherche des cristaux tout en essayant d'exterminer les Dark Matter qui ont possédé le tout mignon Waddle-Dee, DDD ou encore Adeline, la peintre qui donne littéralement vie à tout ce qu'elle peint, c'est beaucoup trop classe, voilà, je tenais à le dire. Et donc ils vont finir par déboîter Miracle Matter qui est un dé avec des yeux, c'est dégueulasse. Et Zero 2, la version ressuscitée de Zero après avoir lu la Bible, visiblement. A noter qu'il est possible de ne pas tuer Zero 2 si vous récupérez pas tous les fragments de cristaux éparpillés sur Popstar, ce qui vous empêchera de finir le jeu à 100%. Et si vous ne tuez pas Zero 2, accessoirement la reine des fées se fait posséder et va probablement éradiquer son royaume off-screen, un truc du genre. Cependant, c'était pas le premier Kirby qui permettait d'avoir une bad end, puisqu'il y en avait déjà une dans Dreamland 3 si jamais vous faisiez pas le jeu à un certain pourcentage. Entre temps, DDD va se faire enlever par Taranza qui croit que DDD c'est Kirby. Bon, c'est une araignée amoureuse d'une guêpe géante aussi, vous lui en demandez trop là.
Et ainsi commence Triple Deluxe. Kirby Triple Deluxe est sorti en 2014 sur 3DS. Il rajoute de nouvelles capacités, notamment le Bell et l'archer, ainsi qu'une nouvelle ultra capacité qui est l'Hypernova, qui permet à Kirby d'avaler des trucs 3 fois plus grands que lui minimum, parce que d'habitude c'est juste un tout petit peu plus grand que lui, on n'abuse pas d'habitude, bref vous m'avez compris. Le jeu joue beaucoup aussi avec l'optique, puisqu'effectivement il y a carrément un niveau qui est fait sur les miroirs, et vous pouvez pas voir la vérité si vous regardez pas dans les miroirs, et vous allez tomber dans des trous, et c'est bien dommage pour vous. Le jeu joue beaucoup aussi avec les différents plans, puisqu'on peut passer du premier au second plan, voire au troisième plan. Personnellement, je trouve ça plutôt ingénieux, mais on passera de mon avis, on s'en fout, on veut juste tous dormir. Enfin, dormir. Bon, par contre, la pire idée du jeu, ça reste d'avoir un peu le gyroscope, surtout pendant une phase de boss, que je montrerai peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu veux la montrer? Je ne sais pas, je veux juste dormir. Bon, et on va finir par une rapide petite analyse des DA. C'est-à-dire que la DA en elle-même est plutôt audacieuse, puisqu'il y a carrément une ruche faite de cristal et un palais de nuit, et ça change pas mal des sempiternels niveau herbeux, aqueux et désertiques, même si pour les niveaux désertiques, l'avantage c'est qu'on peut faire cette blague. Kirby part donc à la suite de Taranza en escaladant une gigantesque plante, ce qui est pratique pour créer des nouveaux mondes et du level design varié. Parvenant finalement à l'intrigue impériale où la Railroad, en anglais, ruche faite de cristal et une prison à moitié numérique, retenant le peuple de Floralia, celles qui ont en vérité fait pousser la gigantesque plante, pour défoncer Taranza qui va manipuler DDD en ressentant le fameux DDD masqué ou Masked DDD, qui avait déjà été aperçu dans Superstar Ultra. Sauf qu'évidemment, le pauvre Taranza se dit qu'invoquer sa reine après cette fée latée était la meilleure idée du monde, et Sectonia se ramène, se faisant tuer par Kirby après avoir fusionné avec la plante gigantesque pour tenter de dominer le monde. Et si vous faites le DDD Tour, qui est aussi canon que le Meta Nightmare, c'est-à-dire pas du tout, vous découvrirez des éléments qui, eux, le sont. Notamment le miroir dimensionnel, encore en bon état, avec un Dark Meta Knight et un Dark DDD en pleine forme. Et vu que le combat de DDD contre eux est pas canon, le miroir dimensionnel est encore en très bon état. Manque plus que le revendre sur le bon coin en précisant que les effets secondaires sont de pouvoir sombrer dans la démence et la tyrannie, et je suis sûr que tu feras un super vendeur Taranza. Plus sérieusement, avec ce foutu bout de verre, Dark Meta Knight n'hésitant pas à attaquer dans le jeu, qui dans mon ordre suivant, Amazing Mirror. C'est encore à moi d'interrompre le récit pour essayer de tous vous endormir. Kirby and the Amazing Mirror est sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Kirby pouvait alors appeler d'autres Kirby avec son téléphone portable, je vois pas où est le problème que Kirby ait un téléphone portable, il a le droit d'être avancé, non mais... Et aussi rajouter de nouvelles capacités, dont Cupidon. Kirby va donc rentrer dans le miroir dimensionnel pour délivrer Meta Knight, ce qui expliquait pourquoi il n'était pas là potentiellement dans Kirby Triple Deluxe, et battre Dark Meta Knight qui est celui qui est venu choper Meta Knight pour l'enfermer dans le miroir dimensionnel. Sympa. Donc Kirby va défoncer Dark Meta Knight dans le miroir, et Dark Mind, qui y était encore et qui vivait toujours sa meilleure vie, ça fait un moment qu'il est dedans, il y a personne qui est venu le déranger, un petit café, ça doit bien se passer quoi. Kirby le défonce, tout va pour le mieux dans le pays des rêves, jusqu'à ce qu'évidemment, DDD défonce plus ou moins la fontaine des rêves en se baignant dedans, et accessoirement en cassant la Star Road, sauf que la Star Road, c'est justement la source du pouvoir de cette fontaine des rêves. Il va donc la casser en plusieurs morceaux et la donner à ses sous-fifres, mais en fait il le fait pour éviter que Nightmare n'envahisse Dreamland à cause de la fontaine des rêves. Tu permets que je t'interrompe pour que je dise qu'il s'agit de Kirby's Adventure et Kirby of Nightmare in Dreamland. Kirby Adventure est sorti en 1993 sur NES, alors que Kirby's Nightmare in Dreamland, son remaster, est sorti en 2002 sur Game Boy Advance et 2003 en Europe, vous connaissez les vrais bails. Évidemment, la principale différence entre le remaster et la version originale, c'est que dans le remaster, vous pouvez faire le Meta Nightmare, qui permet de jouer Meta Knight, ça me paraît plutôt logique, après que vous ayez fini le jeu avec Kirby. La difficulté est cependant un petit peu accrue, évidemment. Kirby se dépêche donc alors de défoncer DDD et Nightmare, parce que bon, faut bien que quelqu'un s'occupe de faire le boulot. Et donc, on pourrait se dire qu'enfin, Kirby va peut-être pouvoir sagement dormir après avoir réparé la fontaine des rêves et la Star Road, sauf que non, il y a une sorcière qui arrive, qui s'appelle Drossia, et qui va essayer de transformer tout le monde en peinture, parce que fuck it, c'est une sorcière. Et c'est ainsi qu'on arrive à Canvas Curse, et je te prie de te dépêcher d'interrompre mes propos s'il te plaît. Tout de suite. Kirby Canvas Curse est sorti en 2005 sur DS. Le gameplay est drastiquement différent des autres Kirby, puisqu'effectivement, au lieu d'avoir un simple platformer où on peut sauter, voler, courir, bref tout ce que tu veux, là cette fois c'est en ligne droite avec un stylet, sinon tu tombes, parce que t'es devenu une boule et je peux plus rien avaler, ni voler. Elle roule, sans s'arrêter. C'est un peu triste, ouais. Bon après le gameplay est pas totalement original en soi, puisqu'effectivement il avait été déjà un petit peu expérimenté dans Kirby's Dream Course, qui était sorti sur Super NES en 1994. Déjà là, Kirby était à moitié une boule et pouvait absorber les pouvoirs des ennemis pour foncer dessus quand il était en boule.
La principale différence, c'est quand même que Kirby's Dream Course avait une espèce de dallage 3D assez expérimental, alors que Kirby Comet Course est parfaitement en 2D. Plutôt ironique pour un jeu sur la peinture d'ailleurs. Sauf que Drossia va immédiatement transformer Kirby en boule, justement pour éviter qu'il ne puisse l'avaler. Non mais vous imaginez si Kirby avale une espèce de sorcière omnipotente? Il manquerait plus que ça, déjà qu'on est mal barré et qu'il a des tendances agressives dans Kirby's Revenge. Pour éviter. Kirby va donc se retrouver dans différentes peintures avant d'affronter Drossia et de la tuer. Qui en vérité est un œil géant, voilà, il manquait que ça, et en plus, fun fact, elle invoque même des Paramatter. Donc il y a une possibilité qu'en vérité Drossia était un Matter. Après, est-ce que c'était un Dark Matter? On ne sait pas. Mais c'est probablement une version parasite, Paramatter, parasite, ça me paraît plutôt logique, d'un Matter random, comme les autres quoi. Il est même possible que Drossia soit morte en fait depuis le début de Combat Skulls et fusionnée avec un Dark Matter alors qu'elle était morte. C'est pas le choix de vivre ici. Et là donc on se dit enfin il n'y a plus de dieu, peut-être que ça va enfin devenir normal. Et bah effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Kirby se décide à manger un shroud cake par une belle journée ensoleillée, une belle après-midi, tout va bien. Et là, des souris lui volent. J'en reviens à faire mes minutes de vidéo histoire d'espérer toucher un salaire en matière de sommeil si c'est possible que je m'endorme après plusieurs siècles passés éveillés. Kirby's Quick Squad est sorti en 2006 au Japon et aux USA et en 2007 en Europe. Sur DS, on est décalé comme d'habitude, on a l'habitude. Le jeu rajoutait notamment le pouvoir de fantôme, parce que c'était rigolo, Kirby Phantom, et un espèce d'inventaire qui permettait justement de stocker les capacités et quelques objets, ainsi que les coffres que les souris vont essayer de voler au fur et à mesure du jeu. Kirby va donc se lancer à la poursuite des souris qui ont osé voler son gâteau et va tabasser tout ce qui se trouve sur son chemin, dont Meta Knight qui a en fait volé le gâteau qui était dans un coffre et a demandé à Kirby de ne pas ouvrir le coffre. Bon, évidemment, quand on me demande de pas faire un truc, bah le coffre se retrouve ouvert, hein, voilà. Et Kirby se retrouve à affronter Dark Daroch, on ne sait pas pourquoi, et d'un coup, eh bien en fait, si, on sait pourquoi il y avait eu Dark Daroch, c'est en fait parce qu'il y avait Dark Nebula à l'intérieur du coffre, et Dark Nebula est peut-être une variation d'Armateur, je veux dire, c'est un autre œil qui vole, donc, et c'est le Seigneur des Ténèbres en version anglaise, donc, voilà. Enfin, plutôt version japonaise, parce que la version anglaise c'est Lord of Darkness, mais dans la version japonaise c'est compliqué cette histoire. Et donc là on se dit enfin, il n'y a plus Dieu, Kirby a pu manger son shortcake, tout va aller pour le mieux. Le jeu dont il va parler c'est Kirby's Return to Dreamland qui est sorti en 2011 sur Wii et qui s'est permis quelques petites folies au niveau de la musique puisque contrairement à Kirby's Quick Squad notamment, bah là il y a pas mal de versions orchestrales originales, contrairement à Quick Squad qui était pas mal de remix, même si c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. L'ultra capacité qui est rajoutée cette fois, bah, c'est l'Ultra Sword, l'Ultra Beam, l'Ultra Hammer et l'Ultra Ice. Il y a de quoi faire, choisissez votre meilleure capacité, je ne sais pas, amusez-vous. Niveau level design, c'est vrai qu'il devient assez rapidement répétitif, mais c'est pas forcément un défaut pour un jeu qui a une DA très variée. Et en plus de ça, le jeu reste relativement court comme la plupart des Kirby, donc ça reste jouable sans être insupportable, on va pas se mentir. Surtout que le jeu, en plus, est jouable en multijoueur. Et niveau DA, j'avoue qu'il y a quand même de la gueule, surtout au niveau des niveaux célestes, et des niveaux à la limite de l'apocalypse, on en est carrément là, ouais. Tout va pour le mieux au pays des rêves jusqu'à ce qu'un bateau volant, le Lord Starcutter ou Galéroneflore en français, ne vienne s'écraser sur Popstar. C'est alors que Waddle Dee, Meta Knight, Kirby et Dedede vont voir ce qu'il y a à l'intérieur et découvrent par surprise un petit alien trop mignon qui a pas du tout l'air bien en fait, vu qu'il est tendu par terre. Du coup, globalement, il lui demande ce qui va pas, tout ça, et l'alien leur répond que globalement, il s'est fait attaquer par un dragon porteur d'une couronne magique et que son bateau, il est un petit peu en mauvais état. Du coup, Kirby accepte d'aider un inconnu et lui dit que bon bah tu vas chercher des pièces, moi je reste là. Donc globalement, Kirby va chercher les pièces parsemées aux quatre coins de Popstar. Quitte à tabasser ce qu'on appelle les sphères Doomer, qui sont des trucs pas super sympas, qui sont aussi aux quatre coins de Popstar. Résultat, au bout d'un moment, bon bah Magolor se dit que ce serait peut-être sympa de leur montrer sa dimension originelle. Du coup, il les amène à Alcandra, qui est la planète d'où il vient, qui est dans une autre dimension, parce que le Lord Starcutter peut voyager d'une dimension à l'autre. YOLO. Le YOLO le plus total de l'histoire de Kirby, c'est génial. Et donc, Kirby se retrouve sur Alcandra et... Bah, Magolor lui demande globalement « Est-ce que tu peux affronter le dragon qui m'a attaqué avec sa couronne magique, s'il te plaît? Comme ça, on sait jamais, on risque plus rien après. » Kirby se dit que ouais, c'est une super idée de défoncer un dragon magique qui lui a absolument rien fait et il croit Magolor à 200%. Du coup, il va défoncer Landia, sauf que Magolor en profite pour récupérer la couronne et pour essayer de devenir dieu et dominer l'univers. Bon, du coup, Kirby va déboîter Magolor, parce qu'il faut pas déconner non plus, hein. Et tout rentre dans l'ordre sans aucun œil, sauf si vous jouez au mode extra, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est une très bonne idée.
Jusque-là, tout se passe de nouveau très bien, puisque Magolor a apparemment été transporté dans une autre dimension, encore une fois. Peut-être que d'ailleurs c'est comme ça qu'il se retourne dans Team Clash Deluxe à vendre des trucs aux joueurs, puisqu'il va même jusqu'à parodier certaines de ses lignes de dialogue dans Return to Dreamland. Et enfin, ce qu'il se passe, c'est que Kirby se dit qu'il va peut-être pouvoir enfin être tranquille. Et bah non, évidemment, Kirby, tu ne seras jamais tranquille, tu rêves beaucoup trop, mon pauvre petit. Et donc, il y a globalement une espèce qui vient robo-coloniser, démocratiser, libéraliser Pop Store. Et bon, Kirby, vu qu'il a bien retenu les enseignements de Marx, il se dit que le capitalisme, il va revenir d'où il vient. En parlant de capitalisme, Planet Robo est sorti en 2016 sur 3DS. Ce très cher jeu permettait notamment à Kirby de piloter un mecha qui peut absorber les pouvoirs comme le fait Kirby, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une vague d'ondes dévastatrices. En parlant de pouvoir, le jeu rajoutait justement quelques petites nouvelles capacités, dont le poison ou encore le psychisme, parce qu'on peut bien se permettre de faire des références à modèle, je vois pas pourquoi on pourrait pas, hein. Le jeu a conservé l'aspect du passage du premier plan au deuxième plan, voire au troisième qu'avec Super Deluxe, mais a cependant retiré quasiment le gyroscope, ce qui était probablement la meilleure idée à faire, on va pas se mentir. Niveau caméra, ça arrive qu'il y ait quelques petits mouvements de caméra, mais ça reste assez discret parce qu'on va éviter de donner la gerbe à un joueur de platformer 2D, même s'il y a quelques boss qui sont carrément aux zones circulaires. Kirby battra ainsi Suzy, la secrétaire générale de Altman, le président de l'espèce de compagnie capitaliste qui essaye globalement de défoncer Popstar, hein, parce que le capitalisme c'est pas super bon pour la planète, je sais pas si vous êtes au courant, mais bref. Altman qui a oublié que Suzy était sa fille en fait, vu que Suzy est vraiment la fille d'Altman, sauf que Altman l'a oublié après que celle-ci se soit retrouvée projetée dans une autre dimension. Du coup, Altman va se tourner peu à peu vers Star Dream, qui est une espèce d'entité omnipotente, qui est aussi l'ordinateur mère de la compagnie. Super idée, ça de mettre une entité omnipotente en tant qu'ordinateur mère, franchement il n'y a aucun problème. Altman va donc peu à peu sombrer dans la démence et finira par fusionner avec Star Dream après que Kirby l'ait battu. Le petit problème c'est que Star Dream c'est les restes de Nova qui ont été remasterisés par Altman et Suzy, qui l'ont trouvé un petit peu dans l'espace, hein. Ils se sont dit oh des bouts de métal qui flottent, c'est toujours ça d'économiser, hein. C'est bon le capitalisme, c'est bon pour l'économie ça. Et donc ils ont remasterisé Nova, Altman a fusionné avec, donc globalement Kirby va se retrouver à fusionner avec l'Albird, qui pour cette fois n'a pas été malmené, a bel et bien été reconstruit, et donc va défoncer Star Dream dans l'espace en devenant littéralement un vaisseau géant. Ah, c'était pas mal Planet Robo en vrai. Hein. Et donc, après cela, Kirby peut enfin se reposer, le capitalisme revenant d'où il est venu. Et c'est ainsi qu'on en arrive à Starlight, les derniers événements canoniquement selon ma chronologie. C'est la dernière fois que j'apparais de la vidéo pour donner des dates de sortie de jeu et je me suis même pas endormi. Génial. Kirby Starlight est sorti en 2018 sur Nintendo Switch, et c'est le dernier jeu Kirby en lice, si on supprime Kirby Extra Epic Yarn, qui est le remake de Kirby Epic Yarn sur 3DS. Le principal élément de gameplay, c'est de pouvoir balancer des cœurs sur les ennemis et d'en faire tes alliés et amis, et aussi d'invoquer des personnages d'anciens jeux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Magolor, Mark Staranza qui défonce joyeusement absolument tout ce qui bouge. Super idée. Bon, par contre, au niveau du gameplay, il y a aussi leur Starlight qui a été rajouté, et c'est plutôt impressionnant dans la phase chaude des maps, peut-être à cause de la DA apocalyptique et galactique derrière, mais ça reste quand même relativement impressionnant. On notera quand même que les puzzles, comparés aux autres Kirby, sont très faciles. Non, parce que c'était pas le truc le plus hardcore des Kirby non plus, on va pas se mentir. Mais niveau effet de lumière, il y a quand même un beau travail, notamment, j'ai un petit faible pour les yeux de Meta Knight qui brillent. Kirby se reposait une fois de plus tranquillement quand il se prend brutalement un cœur dans la tronche et se rend compte qu'il peut brainwash friend tous les gens qu'il rencontre et peut ainsi se faire une armée d'amis. Donc le délire, c'est que Flamberge, Ines, Francisca et Zan Partizan tentent de ramener Void, du coup Kirby va leur casser la figure à tous, hein. Le problème c'est qu'il arrive un petit peu trop tard, que Void revient, mais non pas Void uniquement, mais en tant que Void Termina, qui est littéralement une entité destructrice qui ressemblait un petit peu trop à Void, et du coup Ines il a un petit peu confondu les deux, et avant de... au lieu de ramener Void, il a ramené Void Termina. Dommage. Heureusement, Kirby défonce Void Termina avec le pouvoir de l'amitié et la Starlight, c'est même pas une blague, c'est vraiment ça. Et donc, ce qui se passe, c'est ou alors vous vous arrêtez là et vous avez globalement Kirby qui a tué tout le monde, ou alors vous faites la véritable fin qui est dans Heroes in Another Dimension, ou Héros dans une autre dimension en français, où Kirby va une fois de plus démonter Ines qui est corrompue cette fois-ci, ainsi que Francisca, Flamberge et Zan Partizan. Si vous le faites avec plus de 100 cœurs, vous réussirez à avoir la vraie fin, qui est globalement que Kirby pardonne à tout le monde et que les 4 restent en vie
sans être corrompu cette fois-ci. Et en plus, il y a une petite explication à la fin du jeu qui dit que Void pourrait revenir sous une bonne forme. Un peu comme Gui. Sympa quoi. Voilà, on a l'histoire et la chronologie des jeux Kirby et j'ose espérer que vous comprenez à quel point c'est loin d'être un univers juste mignon. Et évidemment, il y a des bruitages sonores qui sont adorables par moments, d'autres qui sont carrément malsains, genre le hurlement de mort de Mark, qui est pas ultra rassurant, on va pas se mentir. Évidemment, les musiques sont dans le même genre, parfois mignonnes comme Bubble Clouds, Grape Garden ou Sky Tower, parfois juste pas ultra rassurantes non plus, hein. Je pense à Factory Inspection, qui est la musique qui joue dans l'usine qui fonctionne toujours sur Shiver Star dans le genre, et il y a aussi World of Drossia, qui, comme son nom l'indique, se passe dans l'univers de Drossia, avec des tableaux qui essayent de te buter, et bon... Je vais pas mentir, du côté de la DA, c'est un peu le bordel aussi, hein, parce qu'il y a tout cet univers totalement creepy, genre World of Drossia, et à côté, il y a Lollipop Land de Triple Deluxe, notamment avec les sucettes, les bonbons, c'est trop mignon, c'est adorable. Bon, si le niveau de creep varie d'un jeu à l'autre, trouvant son apogée dans les assez dégueulasses Zero Two et Drossia, ça veut pas dire qu'il est totalement inexistant dans ceux qui le sont moins. Si on devait le comparer à des animés, disons que Kirby tient plus de Princesse Tutu. Je me permets de m'incruster à nouveau. Princesse Tutu est un animé sorti entre 2002 et le 2003, réalisé par Hall Filmmaker, contant l'histoire d'un canard à Hiru, transformé en Princesse Tutu, une jeune fille au pouvoir lié à la beauté naturelle de la danse, à la demande de ce même canard, tenté par un écrivain imbu de son pouvoir d'écriture et ayant oublié une bonne partie de la compassion qu'il pourrait avoir envers ses personnages. Elle se retrouve ainsi piégée dans les écrits de l'auteur qui cherche à la manipuler avec le prince qu'elle aime, mais à qui elle ne peut rien dire sous peine de finir désintégrée et qui lui ne comprend rien de ce qui lui arrive puisque son cœur a été éparpillé aux quatre coins de la vie après avoir scellé un corbeau démoniaque afin de créer la meilleure tragédie possible. L'anime porte aussi bien sur les contes que les ballets, allant jusqu'à utiliser la valse des fleurs de Tchaïkovski en opening. Je disais, Kirby se rapproche plus de Princesse Tutu que de Puella Magi Madoka Magica, encore que discutable avec l'esthétique de Canvas Cursa et Dios Mio, mais ça ne veut pas dire que les jeux manquent potentiellement de profondeur, loin de là. Laissez-moi vous montrer quelques personnages et l'interprétation que j'ai pu en avoir avec les informations dont nous disposons. Il me semble essentiel de commencer, non pas avec Kirby qui est plus que libre d'interprétation, mais DDD, ou Roi Dadidou dans notre petite contrée française. J'ai déjà mentionné le fait qu'il pouvait être une fraction d'une personne à l'original, King G-Mine. La personnalité DDD, genre elle existait déjà avant G-Mine, qui attaque les Kirby de Team Glash Deluxe s'il s'agit bien et bien du même corps. Ou bien cette personnalité a été créée car tout ce qui était Dark dans DDD, autrement dit l'essence même de Darkmine, s'est séparé de lui ne laissant qu'un corps et quelques idées vagabondants ayant un besoin de se compléter au point de créer une nouvelle personnalité avec les restes de D-Mine. Ouais, parce que soyons honnêtes, hein, si Darkmine peut se débarrasser du semblant de qualité qu'il peut posséder, il l'a probablement fait en se séparant du corps de DDD, permettant à ce dernier de créer quelque chose avec le reste, créant quelque chose à partir de rien étant généralement difficile. Ceci dit, la fontaine des rêves a peut-être pu aider dans le processus. Cependant, DDD au Roi Dadidou sait qu'il est incomplet, qu'il lui manque quelque chose sans pourtant savoir ce qui lui manque. Je pense honnêtement qu'il a préféré oublier s'ils sont la même personne. Et c'est ainsi que, telle une Yorugi Shiki cherchant à combler le vide en elle, non, tu diras pas que Yorugi Shiki est l'héroïne de Kara no Kyokai, une série de films produits par Ufotable pour adapter les light novels de Kinokunazu. DDD va ainsi voler la nourriture des autres et les jalouser pour ce qu'il possède, allant jusqu'à s'autoproclamer roi de Dreamland. Et vu que j'ai une grosse obsession avec les noms des personnages, je me suis penchée sur le nom DDD en anglais et Dadidou en français. Pourquoi il a été transcrit ou même traduit? La signification peut rester plus ou moins la même. DDD pourrait faire référence au babillage d'un enfant au même titre qu'un, je sais pas moi, da ou agaga, je sais pas en français. Mais DDD ça fait un petit peu plus sérieux quand même, hein. Tout simplement parce qu'à aucun moment DDD est crédible en fait. Donc le rapprocher avec le babillage d'un enfant pour refléter le caractère d'un personnage capricieux, voire d'un gosse capricieux, bah forcément ça passe mieux, hein. Après on remarquera également Lololo et Lalala qui sont deux boss du premier Dreamland entre autres et qui ont aussi un nom à la sonorité enfantine. Le premier Dreamland était définitivement un endroit de rêve comparé au reste. Pourquoi Dadidou alors? Garder DDD en français resterait moins idiomatique parce qu'en général un bébé en français on évite de dire qu'il fait DDD, il fait plutôt dadada ou ce genre de truc. Ça fait ultra sérieux cette vidéo putain. Garder DDD dans le cas français, bah valait mieux le changer par Dadidou qui sonne plus comme un chant d'enfant voire une vieille berceuse. Le sens est plutôt conservé, idiomatique, ça me paraît être une bonne traduction quoi. Et vu que cette chronique s'appelle pas Patchwork pour rien, je vais prendre un perso qui n'est pas un principal pour ne pas rester dans la lignée DDD. Parlons un peu de la reine Sectonia, probablement un de mes boss préférés à cause de ses deux phases de combat complètement dynamiques avec une DA magnifique et des OST particulièrement travaillées, dont Moonshock Blossom. Sauf la phase en gyroscope, pire idée du monde ça. On parle donc d'une reine guêpe abeille dont la forme originale ressemblait à celle de Tarandia, une petite araignée assez bizarre.
Pourquoi elle a changé de forme? Est-ce qu'elle était destinée à être reine depuis toujours? C'est probable, et c'est sans doute comme ça que Taranza la connaissait. Même s'il est tombé amoureux d'elle, et c'est ce qui a amené tous les problèmes, comme d'habitude. Sans doute que la pression exercée sur la future reine était telle qu'elle en a été jusqu'à se demander si elle était spéciale, et la réponse était non. Et la seule chose qu'elle pouvait obtenir avec de la magie, pour se sentir spéciale, c'était la beauté. Ou en tout cas selon le miroir dimensionnel que Taranza a eu la merveilleuse idée de lui ramener. Faire en sorte de paraître majestueuse, exceptionnelle, d'effacer une normalité qu'elle possédait pour se montrer digne de son rôle au point d'utiliser ses pouvoirs magiques pour changer son apparence, écoutant probablement Dark Meta Knight ou Darkman du plus profond du miroir. Et c'est ainsi que Sectonia devint peu à peu folle, écoutant trop les conseils du pire conseiller, osons dire, et de Taranza qui refuse de voir la vérité en face, et va même jusqu'à exécuter le moindre ordre de sa bien-aimée tyrannique, qui dominera peu à peu le royaume, et ira jusqu'au point de créer un culte de la personnalité, visible notamment sur les tapisseries à son effigie dans la Railroad, puis vouloir dominer Popstar, finissant sans doute par croire au mensonge dont elle s'était peu à peu persuadée pour effacer sa peur de la normalité. Et pourtant, le même orgueil dont elle fait preuve lui permettra justement de voir légèrement clair dans sa folie, puisque dans le menu américain et japonais de sa seconde forme, quand elle fusionne avec la plante géante pour dominer Popstar et Dreamland avec ses nouveaux pouvoirs, elle va jusqu'à demander à Kirby, implicitement, de la tuer. Bon. Quant au nom, bah pas grand chose à dire, hein. Le wiki est suffisamment clair par rapport à ça. Sectonia, ça se réfère à l'insecte, puisque secte, et Nia, c'est une déformation de Nier. Donc, pas tout à fait un insecte, bien que près d'un insecte, car une araignée à l'origine, et c'est quelque chose dont elle ne pourra jamais se séparer. Je veux dormir. C'est bientôt fini ton truc? Enfin, pas que ça change quelque chose, mais... Laissez-moi vous parler d'un autre personnage, autant un allié qu'un traître phénoménal. Magolor, le responsable des événements de Return to Dreamland. Bon, pour commencer, niveau apparence, on sait pas parfaitement à quoi il ressemble, vu qu'il est toujours encapuchonné, mais il appartiendrait apparemment à la même race qu'Aines, vu que son nom est dans la même langue, et va même jusqu'à signifier faux paradis selon le wiki. Magolor. Donc une petite créature adorable qui va entièrement planifier le vol d'une couronne en utilisant les capacités de Kirby pour défaire Landia, qui est décrit dans Team Clash Deluxe comme un ange gardien. Donc Landia était définitivement une bonne bestiole, et c'est même probablement Magolor qui est venu le chatouiller, vu que le Lord Starcutter dont Magolor se vante tant était visiblement dans le volcan près de chez Landia, et qu'apparemment c'est ça qui l'a réveillé en plus, hein. Donc résumons, ce sale lutin bleu a potentiellement volé le vaisseau à côté de chez Landia, s'est fait attaquer par lui pour cette raison ou parce qu'il a essayé de le défier au choix, et a décidé de se venger et de lui prendre la Master Crown qu'il portait. Et pourtant il est bien dit à montrer que les pouvoirs de Magolor sont loin d'être insuffisants. Et qu'à voir Sterilize pour comprendre qu'il est probablement aussi éclaté que Marx entre les trous noirs, les sortilèges et la téléportation sur la Master Crown. J'ai plus l'impression qu'il se trouve d'un léger complexe de faiblesse, hein. Il est seul, puissant, mais a peut-être aussi peur de se faire attaquer malgré sa puissance. Il a peur de ne pas l'être assez et veut la Master Crown pour être sûr que personne ne l'attaquera jamais et ne lui fera jamais de mal. C'est l'interprétation que je me fais de lui en tout cas, hein. Le gars est quand même suffisamment lâche et manipulateur pour que ça serve sa cause, donc bon, ce serait bête que ce soit juste pour l'amusement, coucou Marx. Cependant, il est également sous-entendu que toutes les actions pas ultra sympas de Magolor, dont utiliser le Lord Starcutter que Kirby et les autres ont gentiment réparé pour essayer de les tuer, sont en fait dues à la Master Crown. On pourrait en conclure que l'état pas forcément stable de Magolor dû à son complexe et sa peur d'être blessé l'ont amené à envisager la possibilité d'utiliser la Master Crown pour se protéger, mais que son pouvoir a été tel qu'il a fini par le submerger totalement. Preuve en est qu'une fois battu, et après avoir récolté de l'argent dans Team Clash Deluxe peut-être, Magolor va jusqu'à construire un parc d'attractions pour Kirby dans Dream Collection. Bon, même s'il a l'air de vouloir tuer Kirby chaque fois que celui-ci gagne contre lui, mais passons. Coïncidence amusante, Magolor ressemble un peu à Magouille en français. Pour le coup, je me demande si c'est volontaire vu que Magolor est apparemment nom officiel anglophone, alors que le nom japonais serait apparemment Mahoroba, qui combine la magie Maho et Roa, le lore en japonais. Amusant puisque Magolor est aussi la combinaison de magie, Mago, et lore, Lord Starcutter chez nous, et que sa signification serait faux paradis dans le langage d'Aines. Spoiler rien que dans le nom, sympa, sans compter les jeux de mots sur Sterilize, is he an ally or allies, ou est-il un allié ou un fou allié dans la VF. C'est plutôt toi le fou allié avec toutes tes interprétations, t'as même regardé des walkthroughs de Kirby Battle Royale et Kirby Block Ball. Puisqu'on parlait d'alliés, venons-en à Meta Knight. Même s'il a pas toujours été un allié, entre autres dans les événements de Superstar et Superstar Ultra où il voulait envahir Popstar et s'est fait remettre à sa place par Kirby de manière assez volante, il le devient assez rapidement, toujours en restant edgy et capovant. Le personnage n'est pas si mystérieux qu'il le paraît et ses intentions sont assez claires, juste devenir le plus fort de l'univers, hein, ce qui explique qu'il cherche à dominer Popstar, sans doute pour forcer quelqu'un à le combattre et se trouver un ennemi à sa hauteur, puis vouloir affronter Galacta Knight, vous savez le truc ultra puissant qui a potentiellement détruit l'humanité et tout ça.
Je me demande s'il cherche à comprendre qui est le véritable héros entre lui et Kirby. Il pourra jamais battre Kirby, mais est capable de battre le guerrier le plus fort de l'univers, bien que ses victoires ne soient jamais canonisées. Qui a besoin d'un second héros? L'existence de Meta Knight n'a aucun sens à proprement parler. Il n'est pas le héros, n'est pas un antagoniste, en tout cas plus après Superstar, et demeure au simple rang d'allié. Pourtant, contrairement à DDD l'incomplet ou Bandana Holiday l'anarchiste, pour ne citer que les plus connus, Meta Knight n'a rien qui le définisse, si ce n'est devenir le plus fort, mais il ne le sera jamais autant que Kirby. Après, dans l'anime, il en est conscient et s'en fout un peu, préférant aider Kirby à devenir un vrai héros, quitte à faire des apparitions toutes plus tordantes les unes que les autres. Et dans certaines planches des mangas, qui ne sont pas canons non plus, il a l'air même amoureux de Kirby. Ceci dit, il pourrait avoir développé une véritable affection, voire un devoir de protection pour Kirby, au fil du temps qui donnerait un sens à sa vie, donc ça vaut peut-être mieux pour lui. Pourquoi Meta Knight plutôt que Metal Knight d'ailleurs? Vachement gros comme coïncidence qu'il s'appelle comme ça, quand son personnage est aussi paradoxal. Hein, et pour ceux qui se demandaient à quoi ressemblait Meta Knight sans son masque, c'est un Kirby bleu ou bleu nuit selon la version. Oui, cette boule toute choupie est un guerrier edgy combattant avec une épée légendaire et possédant une cape dimensionnelle sans compter un équipage et un navire qui fonctionne à l'énergie solaire. Je pense que je peux lui piquer sa cape dimensionnelle pour me noyer dans la fontaine des rêves et dormir pour l'éternité. Allez, encore une vraie transition. On parlait de chevalier, autant rester dans la lignée. Connaissez-vous notre seigneur Galactonite? Peut-être pas, c'est un personnage qui apparaît majoritairement dans les arènes ou les modes bonus des jeux Kirby, surtout lié à Meta Knight pour être honnête. Bien qu'il soit lourdement dit qu'il s'agisse du plus puissant guerrier de l'univers et qu'il est bel et bien capable de détruire des planètes comme dit dans Planète Robobo. Pourtant, on parle d'une boule rose avec des ailes d'ange, tout ça, c'est un Kirby qui a l'air d'avoir une durite en moins, à moins qu'il ne s'agisse du Kirby que nous connaissons, venant d'une timeline parallèle, mais je préfère pas penser à ça, ce serait vraiment trop le bordel. Il parle pas, se bat tout le temps et cherche à tuer tout ce qui bouge. Charmant, somme, hein, pourtant son apparence et son existence me rappellent plus Lucifer qu'autre chose. Non, parce que bon, un ange dont tout le monde veut se débarrasser et qui tente de détruire l'univers sans que personne le comprenne, John Milton se retourne dans sa tombe pour mon interprétation, mais passons. Donc un ange destructeur et un démon sympa qui le défonce, Meta Knight. J'aurais bien demandé l'avis de Galactonite, mais on va sagement le laisser dans son cristal, hein. D'ailleurs, étrangement, Galactonite n'est pas le nom international, mais un changement de Galactic Knight, le nom original. Sans doute pour garder le côté étranger du nom. Parce que Galactic Knight, c'est de l'anglais dans le jeu japonais, alors que la Galactonite, bah, c'est une autre langue dans les versions européennes et américaines, entre autres. Pour éviter justement de donner un côté trop normal à l'anglais du nom, qui sonnerait plus étranger à ce moment-là. Fait amusant, dû à ses apparitions à chaque fois non canon, il y a une petite boutade qui a été faite dans Starlight par rapport à l'effet papillon. Parce que ouais... Globalement, chaque fois qu'il apparaît Galactonite, c'est pour se faire défoncer par Meta Knight ou Kirby, mais vu que c'est pas canon et que c'est à chaque fois des timelines parallèles, si je puis dire, bah du coup, quand Galactonite apparaît dans Starlight, dans le Sunmelter, bah il est touché par un papillon qui s'incarne en lui sous la forme de Morph Knight. Littéralement la pire blague de l'histoire. Bah, la pire de l'histoire, les tiennes sont abyssales aussi. Bon, c'est le dernier perso dont je parle, promis. J'aurais bien aimé vous parler aussi de Mark, Staranza ou encore Adeline, mais je les laisse à vos soins en espérant que vous considérez davantage Kirby comme une série de jeux beaucoup plus sérieuse qu'elle ne veut le paraître. Finissons donc en beauté avec Drossia. Cette sorcière colorée est la responsable des événements dans Canvas Curse et la sœur de Paintra. Il est précisé qu'elles ont été séparées à la naissance, donc je déconne même pas quand je dis qu'elles sont sœurs, hein. Donc probablement que l'une, Paintra, a réussi à s'enfuir vers un monde coloré et joyeux, Lollipop Land du Triple Deluxe, et se faire tuer par Kirby, et l'autre, Drossia, a vécu une vie désastreuse, se sentant probablement incomplète à cause de la séparation de sa sœur. Là où Paintra a peut-être été délivrée d'une future sœur dépendante, Drossia a sombré dans la démence et la dépression due à sa solitude et a peut-être même passé un pacte avec un Matter, ce qui expliquerait sa soul form, que n'a étrangement pas sa sœur. Elle est même capable de produire des Paramatter. Il y a des visages informes partout qui se moquent dès que vous vous approchez d'eux. Des visages informes. Tiens, donc comme si elle savait qu'il lui manquait quelqu'un mais qu'elle parvenait pas à savoir qui, et avait essayé de recréer cela à travers ses tableaux, alors elle a peut-être également une connexion inconnue avec Clécia. L'une transforme Kirby en balle par démence, et peut-être aussi à cause du potentiel Matter en elle. L'autre transforme Kirby car elle est possédée, mais son amie Eileen, le pinceau vivant, et Kirby lui rendront toute sa tête, là où Drossia est seule à mourir. L'une est incomplète, l'autre veut créer un nouveau monde avec son amie Eileen, et si elles sont Camille, ça on n'en sait rien. Désolé hein, mais ça me rappelle furieusement Mineko no Naku Colony et son concept d'un monde qui ne peut être créé qu'à deux. Car Drossia est seule et obstruée par son point de vue démentiel, elle est bloquée dans un délire qui n'a de fin que parce que Kirby la tue, mais qui n'aurait jamais pu aboutir, là où Clécia représente le parfait opposé de Drossia,
Elle est suffisamment faible pour céder à une possession, Drossia est surpuissante. Les créations de Clécia sont en pâte à modeler bien plus liées avec le réel, là où Drossia nage dans l'abstrait avec la peinture. Clécia n'est pas seule, Drossia l'est. Elles sont le miroir l'une de l'autre, et je me demande même si Clécia n'est pas une possibilité de ce que Drossia aurait pu devenir. Bon, abordons maintenant un point plus problématique de la licence, si ce n'est le lore extrêmement interprétatif. Les traductions. Vous n'êtes pas sans savoir que certains jeux Kirby ne sont jamais parvenus en France, voire au States, et n'ont donc jamais eu de traduction, et la traduction française peut parfois poser quelques problèmes. Si certains noms sont traduits en gardant le sens principal, comme pour le lore Star Cutter, le lore tranche étoile si on devait le transcrire exactement, qui a été traduit par Galéronef. Alors, pour le coup, la galère fait référence au bateau où les esclaves travaillaient, donc le foreshadowing de Magolor qu'il utilise pour détruire les étoiles a été remplacé par le fait qu'il utilise Kirby et les autres comme esclaves. Pour le coup, c'est plutôt bien pensé, et le nef à la fin sert juste à rajouter une insistance sur le bateau en faisant en quelque sorte quelque chose d'exceptionnel du bateau. Donc pour le coup c'est plutôt une bonne traduction, même si ça s'éloigne pas mal du Star Cutter pour donner, regardez, c'est quelqu'un qui utilise Kirby et les autres comme esclaves. Ça reste plutôt bon comme traduction, on va pas se mentir. Mais il y a des traductions qui sont plus discutables. Je parle notamment de l'évocation potentielle des Dark Matter par ANS en anglais, qui était donc We Master of Mighty Dark, qui a été traduit par Matière Noire. La référence au Dark Matter a été perdue accidentellement ou peut-être volontairement parce que justement c'était trop ambigu en anglais pour en faire quelque chose de plus strict. Mais là encore c'est étrange, pourquoi être passé de matter qui est profondément ambigu puisqu'il dessine quelque chose d'assez abstrait qui peut être un concept, un fait ou même une chose voire un problème à matière qui est son total contraire et c'est tout ce qu'il y a plus de concret. Ou alors le choix de traduire définitivement les Dark Matter par Matière Noire permettrait de garder le sous-entendu mais retirer une partie de l'ambiguïté du nom de ces derniers. Ceci dit, la matière et la chose peuvent se rapprocher niveau sens, et on peut pas leur en vouloir vu l'ambiguïté du nom original. Je vois mal problème noir ou noirceur problématique passer. C'est pourquoi je vous encourage à jouer aux jeux en anglais si vous vous intéressez au lore. Non pas uniquement pour cette traduction évidemment. Parce que là, encore une fois, on peut pas leur en vouloir. Par contre, pour Sectonia Fleury, la version anglaise sous-entend que Sectonia veut se reposer pour l'éternité. Donc on la tue, alors que la version française, je vous laisse constater. Sectonia déchaîne sa terrible beauté, elle a fusionné son corps à la tige des rêves et dans sa folie veut dominer non seulement Floralia, mais aussi la planète Pop tout entière, offre-lui un sommeil réparateur éternel. Là, il y a totalement la notion de Sectonia qui est perdue. C'est Sectonia qui veut dormir pour l'éternité, c'est pas nous qui sommes censés lui offrir, mais c'est elle qui nous demande de le faire. Donc, encore une fois, la traduction française est loin d'être une catastrophe, et au moins on a une traduction, c'est toujours ça de prix. Mais pour le lore, je pense définitivement que la traduction anglaise est bien plus pratique. Bon, pour ce qui est de la liberté, transformer Fulon Rouge en Flamberge, Fulon Berju ou Fulon Kissu en Francisque, ça reste cohérent et c'est la version européenne et américaine pour le coup. Je m'avancerai pas sur ces personnages, en partie parce que j'ai envie de parler de tous les persos et que ça prendrait beaucoup trop de temps, quand bien même une romance serait sous-entendue entre Flamberge et Francisca par exemple. Et je pense même en avoir fini. À vous de comprendre si Kirby essaye bien de révéler des choses aux joueurs sur l'univers qui l'entoure ou s'il n'est juste qu'une bonne licence emplie de créativité et d'un gameplay plutôt varié. S'agit-il de démontrer qu'une utopie comme Dreamland ne peut exister que quand l'humanité aura complètement disparu et que deux êtres leur ressemblant mais capables d'accepter leurs erreurs, Inès notamment, les auront remplacés? Peut-être. Les jeux sont suffisamment libres d'interprétation pour que vous ayez le droit d'imaginer absolument tout ce qui s'y trame. Suffisamment libre d'interprétation pour que les publicités le reflètent d'ailleurs. Jusqu'à Canvas Curse, les pubs américaines avaient tendance à montrer Kirby comme un gangster, un truc ultra dangereux. Bah ouais, parce que c'était pour les bonhommes quoi. Passé ce moment, les pubs reprennent une tournure plus humoristique et family friendly. J'attends toujours de voir une pub Dark Crystal Shows. Je me permets de réapparaître une dernière fois pour voir les descriptions absolument magnifiques de Rainbow Curse. Ce Kota possède une foreuse qu'il utilise, tu sais, pour forer. Il a essayé de creuser pour trouver des trésors une fois, mais l'argile était juste trop résistante et il a pété sa foreuse. Malheureusement, cela a détruit plus que cela. Ça lui a brisé le cœur. Je vous déconseille fortement d'écouter certaines musiques de Rainbow Curse. C'est elle qui m'empêche de dormir encore à ce jour. Si vous connaissez pas Kirby, globalement c'est une espèce de babale rose qui court et avale tout ce qu'il trouve sur son passage. Voilà.